Mon fils Julien et sa femme Amélie étaient partis ce matin-là pour un voyage d'anniversaire. Vers midi, ma belle-fille a appelé, paniquée, hurlant. Julien était aux urgences, dans un état critique. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé le sac à dos posé sur la table et je suis sorti immédiatement. À mi-chemin, j'ai eu soif. Je me suis arrêté et j'ai ouvert le sac pour prendre de l'eau. C'est là que je l'ai vu. Quelque chose d'étrange à l'intérieur. Je me suis dirigé directement vers le commissariat le plus proche avec ce truc. L'agent a regardé l'appareil. Puis, il m'a regardé. Monsieur, a-t-il dit prudemment, restez calme avec ce que je vais vous dire. Cette chose est extrêmement dangereuse. Je suis reconnaissant que vous soyez là pour entendre ceci. Avant d'expliquer ce qu'était cet appareil dangereux et pourquoi il était dans mon sac, dites-moi où êtes-vous en ce moment. Quelle heure est-il? Laissez un commentaire. Connectons-nous. 16 décembre, samedi matin. Ma maison à Neuilly-sur-Seine était silencieuse. Ce genre de silence qui vient quand on vit seul depuis trop longtemps. Dehors, une fine couche de givre recouvrait l'allée. À l'intérieur, je préparais mon café, parcourant les actualités sur ma tablette, ne planifiant rien de plus compliqué qu'un passage au magasin de bricolage. Puis, le téléphone a sonné. 10h30. Pas une heure inhabituelle pour un appel, mais quelque chose dans la sonnerie semblait faux. Aigu, urgent. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. Allô? C'était Amélie, ma belle-fille. Sa voix tremblait, entrecoupée de sanglots. Amélie, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Julien? Elle pouvait à peine articuler les mots. Papa, c'est Julien. Il y a eu un accident de voiture. Il est à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Ils disent que c'est critique. Vous devez venir maintenant. La pièce s'est mise à tourner. Ma tasse de café a heurté le comptoir trop fort, éclaboussant le liquide brun sur le marbre. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Elle pleurait plus fort maintenant. On revenait du petit déjeuner et une autre voiture. Je ne sais pas, papa. Il est inconscient. Ils font des examens. Les médecins disent qu'ils ne savent pas s'il passera la journée. Ma poitrine s'est serrée. 64 ans, et mon cœur n'avait toujours pas appris à gérer la peur. Julien, mon garçon. Un flashback m'est revenu. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 18 ans, main nerveuse sur le volant de ma vieille Peugeot. Sa première fois au volant. J'avais posé ma main sur son épaule et dit « Je te fais confiance, mon fils ». Il avait souri, terrifié et brave à la fois. Maintenant, il était allongé dans un lit d'hôpital à 30 minutes de route. Peut-être sans respirer, peut-être pas. « Dépêchez-vous, papa, s'il vous plaît ». La ligne est devenue muette. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis juste mis en mouvement. Chambre à l'étage. J'ai attrapé le sac à dos posé sur la chaise près de la fenêtre. Amélie avait dû le préparer pour moi hier quand elle et Julien étaient en compte passé. Elle avait dit quelque chose sur le fait qu'on irait tous en voyage bientôt. Comme c'était attentionné de sa part. Je n'ai pas vérifié ce qu'il y avait dedans. J'ai juste jeté un change de vêtements, des chaussettes, mon chargeur de téléphone. Le sac semblait plus lourd que dans mes souvenirs, mais je m'en fichais. Pas le temps. En bas des escaliers. Clés, portefeuille, manteau, garage. Ma BMW, une série 5 grise que j'avais achetée 3 ans auparavant après avoir vendu l'entreprise, attendait. J'ai jeté le sac à dos sur le siège passager, me suis glissé derrière le volant et j'ai mis le contact. Le moteur a ronronné. Je ne l'ai pas laissé chauffer. J'ai juste fait marche arrière, les pneus crissant sur le gravier, et je me suis engagé sur la rue vide. 30 minutes jusqu'à Paris. L'A86 puis le périphérique. Je connaissais le trajet par cœur. Mes mains serraient le volant. Mon esprit courait plus vite que le compteur de vitesse. Tiens bon, Julien. J'arrive. Tiens bon seulement. Je n'ai pas vérifié le sac à dos. Je ne me suis pas demandé pourquoi il était là, parfaitement préparé, comme si quelqu'un savait que j'en aurais besoin. J'ai juste roulé. 30 minutes jusqu'à Paris. 30 minutes qui étaient censées être mes dernières. À midi, j'étais à 1 heure de route. L'A86 s'étendait vide devant moi. Juste moi, le ronronnement du moteur et un froid qui n'avait rien à voir avec décembre. Mes mains serraient le volant plus fort que nécessaire. Ma poitrine semblait creuse. Tiens bon, Julien. J'arrive. Je repensais à ce jour, quand je lui avais appris à conduire. Il avait été si prudent,
si désireux de me rendre fier. Maintenant, il était allongé dans un lit d'hôpital. Peut-être sans respirer. Peut-être... J'ai secoué la tête. Non, ne pense pas comme ça. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. 110, 120, 130. C'est là que je l'ai senti. La voiture semblait différente, plus lourde, comme si je tirais un poids supplémentaire que je ne pouvais pas voir. Et il y avait une vibration, subtile, un bourdonnement constant remontant par la colonne de direction. Pas la sensation habituelle de la route, autre chose. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être que le parallélisme était déréglé. Peut-être que j'avais besoin de nouveaux pneus. Mais cette sensation ne me quittait pas. Ma gorge était sèche. Ma tête battait. J'avais besoin d'eau. Je me souvenais qu'Amélie avait mis de l'eau dans le sac à dos. Elle avait pensé à tout. 45 minutes plus tard, j'ai vu un panneau. Aire de repos 2 km. J'ai pris la sortie. L'aire était presque déserte. Quelques poids lourds garés au fond, le vent coupant l'asphalte vide. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et j'ai tendu la main vers le sac à dos sur le siège passager. J'ai ouvert la fermeture principale, fouillant dans les vêtements pour la bouteille d'eau qu'Amélie avait préparée. Et c'est là que je l'ai vue. Là, niché entre la chemise pliée et mes chaussettes de rechange, il y avait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Une boîte noire de la taille d'un livre de poche. En métal, d'aspect lourd, avec de fins fils courant le long des bords et une petite lady sur un côté, clignotant lentement. Rouge allumé, éteint, allumé, éteint. Je me suis figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai sorti délicatement, posant le sac de côté. L'appareil était froid au toucher. La lumière rouge pulsait comme un battement de cœur. Mon garçon avait préparé ce sac, ou sa femme l'avait fait. Il y avait un petit interrupteur sur le côté. Mon pouce l'a effleuré accidentellement. Clic. La lumière rouge est devenue jaune et l'appareil s'est mis à biper. Bip, bip, bip. Plus rapide que mon pouls, plus fort que le vent dehors. Mes mains sont devenues engourdies. Je l'ai posé sur le siège passager, mon cerveau cherchant des explications. Un traceur GPS. Une sorte d'alarme médicale. Non, rien de tout cela n'avait de sens. Ce n'était pas quelque chose qu'on emballe par accident. C'était quelque chose qu'on cache. Et Amélie, ma belle-fille, la femme à qui j'avais fait confiance pour préparer mon sac, avait mis ça là. Ou pire, Julien l'avait fait. Ma poitrine s'est serrée. Mon esprit luttait contre cette pensée. Non, pas mon garçon. Il ne ferait pas ça. Mais l'appareil continuait de biper. Lumière jaune clignotant plus vite maintenant. Et je me souvenais de la sensation qu'avait eue la voiture. Lourde. Fausse. J'ai regardé mon téléphone posé dans le porte-gobelet. Je pourrais les appeler. Demander ce que c'était. Il devait y avoir une explication. Mais quelque chose m'a arrêté. Un instinct que je n'arrivais pas à nommer. Une certitude froide s'installant dans mon ventre. 3 kilomètres en arrière, j'avais dépassé un panneau. Gendarmerie, sortie suivante. J'ai enveloppé l'appareil dans la chemise de rechange du sac à dos, je l'ai remis délicatement dedans et j'ai fermé la fermeture. Mes mains tremblaient encore. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas retourné sur l'A86. J'ai fait demi-tour, me dirigeant vers la sortie que j'avais dépassée plus tôt. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas appelé Amélie. L'instinct me disait de ne pas le faire. J'ai roulé vers les seules personnes qui pourraient avoir des réponses, et les seules en qui je pouvais encore avoir confiance. 5 minutes plus tard, je me garais sur le parking de la brigade de gendarmerie. Le bâtiment était petit, en briques, de plein pied, le drapeau tricolore pendant mollement dans le froid. 3 voitures de patrouille étaient garées devant, couvertes d'une fine couche de givre. J'ai pris le sac à dos, senti le poids de l'appareil à l'intérieur, et j'ai marché vers l'entrée. Mes mains tremblaient encore. La gendarmerie était petite. 3 bureaux, des néons vacillants, l'odeur de café brûlé. Un jeune gendarme derrière le comptoir a levé les yeux quand je suis entré. Puis il a vu ce que je portais. « Monsieur, je peux vous aider ?» J'ai posé le sac à dos sur le comptoir et je l'ai ouvert, sortant l'appareil noir toujours enveloppé dans ma chemise. La lumière jaune clignotait à travers le tissu. Le bip était là, faible mais constant. J'ai trouvé ça, ai-je dit. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Dans mon sac. Je ne sais pas ce que c'est. Le gendarme l'a fixé. Son visage a pâli. « Monsieur,
Ne touchez pas. Une porte s'est ouverte derrière lui. Un homme est sorti. Fin cinquantaine, cheveux gris, yeux perçants. Il portait un badge d'inspecteur à la ceinture. Son regard est allé directement à l'appareil sur le comptoir, et son expression a changé instantanément. « Tout le monde recule », a-t-il dit. Sa voix a tranché la pièce comme une lame. Maintenant, le jeune gendarme a reculé en trébuchant. L'inspecteur, Moreau, indiquait sa plaque, a pris sa radio. « Ici Moreau, j'ai besoin de l'équipe de déminage à la gendarmerie. Possible détonateur à distance. Je répète, possible détonateur. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Détonateur. Moreau m'a regardé. Monsieur, je dois vous demander de sortir. Ne touchez rien d'autre. Je l'ai suivi dehors dans le froid. Mes jambes semblaient vouloir céder. Comment vous appelez-vous ? A demandé Moreau. Pierre. Pierre Dubois. Monsieur Dubois, où avez-vous eu cet appareil ? Mon sac à dos. Je roulais vers Paris. Mon fils, il est à l'hôpital. Ou je pensais qu'il l'était. Ma belle-fille a préparé le sac pour moi. Je ne l'ai pas vérifié jusqu'à ce que je m'arrête pour boire de l'eau. Qui avait accès à votre véhicule ? Je vis avec mon fils et sa femme, mais ils ne feraient jamais... Ils sont à Paris. Julien est blessé. Il est... Moreau a levé une main. On s'occupera de ça tout de suite. Pour l'instant, j'ai besoin que vous restiez calme. 15 minutes plus tard, un fourgon noir s'est garé sur le parking. Des mineurs. 2 hommes en tenue tactique sont sortis, portant de l'équipement. Ils sont entrés, ont examiné l'appareil, ont parlé à voix basse avec Moreau. Puis l'un d'eux est ressorti. « Inspecteur, nous devons vérifier son véhicule. Ma BMW était garée à 6 mètres. L'équipe de déminage s'en est approchée prudemment, utilisant des miroirs sur tige extensibles pour regarder en dessous. L'un d'eux s'est agenouillé, glissant une petite caméra sous le côté conducteur. Il s'est figé. Puis, il s'est levé et a fait signe à Moreau. « Vous devez voir ça. » Moreau s'est approché, a regardé, sa mâchoire s'est crispée. Il s'est tourné vers moi. « Monsieur Dubois, venez ici. » J'ai marché sur des jambes qui fonctionnaient à peine. Le démineur tenait le miroir en angle sous mon siège. Là, fixé au-dessous du châssis, il y avait un paquet gris, des fils, un petit récepteur clignotant. « C4, » a dit le technicien doucement. « 2 kilos, assez pour pulvériser le véhicule et quiconque à l'intérieur. » Le monde s'est incliné. Je me suis assis lourdement sur le trottoir. Ma vision floue. Ma poitrine semblait s'effondrer. Moreau s'est accroupi à côté de moi. « Monsieur Dubois, qui avait accès à votre voiture ? » « Mon fils, ai-je murmuré, et sa femme. Mais non, ils ne frénaient pas ça. C'est de la famille. Où sont-ils en ce moment ? Paris, hôpital Pitié-Salpêtrière. Julien a eu un accident ce matin. Amélie m'a appelé. C'est pour ça que je roulais. Les yeux de Moreau se sont aiguisés. « Monsieur Dubois, je pense que vous devriez appeler cet hôpital maintenant. » Il m'a tendu son téléphone. Mes mains tremblaient en composant le numéro. La ligne a sonné 2 fois. Hôpital Pitié-Salpêtrière, service des urgences. Comment puis-je vous aider ? Mon fils, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Julien Dubois. Il a été amené ce matin. Accident de voiture. État critique. Une pause. Permettez-moi de vérifier nos admissions. Un moment, monsieur. Les secondes se sont étirées comme des heures. Monsieur, je suis désolé. Nous n'avons aucun patient de ce nom. Aucune admission aujourd'hui correspondant à cette description. Le téléphone a glissé de ma main. Il a heurté le trottoir avec un bruit sourd. Moreau l'a ramassé, a parlé à l'infirmière, a raccroché. Puis il s'est assis à côté de moi sur le trottoir. « Monsieur Dubois, » a-t-il dit doucement, « je pense que quelqu'un voulait vous faire disparaître, et je pense que vous savez qui. » Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas respirer. Le téléphone était posé sur le trottoir à côté de moi. Julien n'était pas à l'hôpital. Il n'avait jamais été blessé, ce qui signifiait que tout avait été un mensonge. L'appel, la panique, l'amour dans la voix d'Amélie quand elle m'avait supplié de me dépêcher. Tout ça pour me mettre seul sur la route, roulant vite, désespéré vers mes derniers moments. Mon garçon, l'enfant que j'avais élevé seul après le décès de sa mère, avait placé un appareil dans ma voiture. Sa femme avait emballé le déclencheur dans mon sac. Ils voulaient me faire disparaître, et ils avaient presque réussi. Je suis resté là, frissonnant, fixant la neige,
comprenant la vérité avec une clarté brutale. Chaque détail avait été conçu. Le timing, le mensonge, l'urgence, la route. Ils avaient libre compté sur l'amour pour m'aveugler, sur la peur pour me pousser en avant, sur la vitesse pour faire le reste. Si je ne m'étais pas arrêté, si je n'avais pas regardé, si je n'avais pas fait confiance à mon instinct, j'aurais disparu dans le silence. Un autre accident expliqué par les autorités qui n'auraient jamais connu toute la vérité. 1 heure plus tard, je me trouvais dans le bureau exigu de Moreau. Ça sentait le vieux café et quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Le désespoir peut-être? Les murs étaient bordés de classeurs. Le bureau était enseveli sous des piles de dossiers. Une seule fenêtre laissait entrer la faible lumière de décembre. Moreau était assis en face de moi. Il m'avait donné de l'eau, une chaise, le temps d'arrêter de trembler. Maintenant, il faisait glisser un dossier Manila sur le bureau. « Vous devez voir ça », a-t-il dit doucement. Je l'ai ouvert. La première page était un relevé bancaire. Le nom de mon fils en haut. Des chiffres rouges partout. « Votre garçon doit 400 000 €, a dit Moreau. Investissements en crypto-monnaie, carte de crédit, paris en ligne. Il se noie. Je fixai les chiffres. 400 000 €. Comment n'avais-je pas su? Moreau a sorti un autre document. Il y a 1 mois, une police d'assurance vie a été activée à votre nom. 1,5 million d'euros. Bénéficiaire, Julien Dubois. Mes mains sont devenues engourdies. Je n'ai pas signé ça. Nous savons. Moreau a poussé une 2e page vers moi. Les experts ont comparé la signature. C'est un faux. L'écriture de votre belle-fille. Il a fait glisser une photo sur le bureau. Amélie souriante. Belle. Elle avait recherché les systèmes de détonation à distance, a continué Moreau. Forum du dark web, téléchargement de manuels d'instruction. Elle a tout planifié, monsieur Dubois. Chaque détail. La pièce semblait trop petite, trop chaude. Mais Julien, votre garçon est faible, a dit Moreau. Pas cruel, juste factuel. Enterré sous les dettes, désespéré. Elle lui a donné une issue et il l'a prise. J'ai pensé à Julien enfant, lui apprenant à faire du vélo, l'aidant avec ses devoirs, le regardant traverser la Seine à la remise des diplômes. Je l'avais élevé seul après le décès de sa mère. Je lui avais tout donné, la maison, l'argent, l'amour. Et c'est comme ça qu'il me remerciait. Je leur ai tout donné, ai-je murmuré. Ma voix s'est brisée. La maison, l'argent. Je l'ai élevé tout seul, après sa mort. Et voilà. Les larmes sont venues. Je n'ai pas pu les arrêter. Moreau n'a rien dit. Il m'a juste laissé m'asseoir là, les épaules tremblantes, le visage dans les mains. Au bout d'1 minute, il a parlé à nouveau. « Monsieur Dubois, nous pouvons les arrêter maintenant. Tentative de meurtre, fraude, mais ils prendront des avocats. Ils prétendront que l'appareil a mal fonctionné, que c'était un accident. Ils sortiront dans 5 ans. » J'ai levé les yeux. Mes yeux brûlaient. « Où, a dit Moreau en se penchant en avant, on les fait croire qu'ils ont réussi. On les laisse essayer de toucher l'assurance. On les prend sur le fait avec des preuves qu'ils ne pourront pas nier. J'ai essuyé mon visage du revers de la main. Qu'avez-vous besoin que je fasse? L'expression de Moreau n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Disparaître. J'ai regardé le dossier, les dettes, la photo d'Amélie, la police d'assurance avec ma signature forgée. Ils voulaient me faire disparaître. Alors c'est exactement ce qu'on allait leur donner. « Dites-moi le plan !» ai-je dit. Moreau a hoché la tête. « On simule votre disparition. On fait en sorte que ça ait l'air réel. Un accident, une tragédie. Ils joueront la famille éplorée. Et quand ils entreront dans ce bureau d'assurance, quand ils souriront et signeront les papiers, nous les attendrons. » Je me suis appuyé contre la chaise. Mon garçon, mon propre fils. Mais ce n'était plus mon garçon. C'était un étranger qui avait essayé de m'effacer pour de l'argent. « Faites-le, ai-je dit. Moreau s'est levé, a tendu la main. Je l'ai serré, et comme ça, Pierre Dubois a cessé d'exister. À 17 ans, nous avions atteint une ancienne carrière de calcaire à 30 km à l'extérieur de la ville. C'était le genre d'endroit que les gens oublient. Des falaises déchiquetées s'élevant sur 3 côtés, une clairière plane au centre, des routes de gravier menant nulle part. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur l'espace vide.
Le vent coupait la vallée, vif et froid. Ma BMW était seule au milieu de la clairière, un fantôme gris sur le point de devenir une preuve. Je me tenais derrière une barrière de béton anti-explosion à 200 mètres en arrière. Moreau était à côté de moi. Derrière nous, l'équipe de déminage travaillait avec une efficacité silencieuse. Ils avaient remorqué ma voiture ici, sur un plateau. Maintenant, ils la préparaient. Un technicien plaça un mannequin d'essai de collision sur le siège conducteur. Un poids mort pour simuler un corps. Un autre positionna mon portefeuille et une de mes chaussures près de la zone de destruction. Des objets qui survivraient. Des objets qui identifieraient la victime. Moi. Je les regardais travailler. Ma poitrine semblait creuse. « Monsieur Dubois !» a appelé le chef des mineurs. « Vous pourriez vouloir détourner le regard ?» J'ai secoué la tête. « Non, j'ai besoin de voir ça. » Il a hoché la tête. N'a pas discuté. L'équipe a terminé sa préparation et s'est repliée derrière la barrière avec nous. L'un d'eux tenait un déclencheur à distance. Un autre portait un extincteur, prêt à contrôler l'incendie après. Moreau m'a jeté un coup d'œil. « Vous êtes sûr d'être prêt pour ça ?» Je ne l'étais pas, mais j'ai dit « Faites-le ». Le chef des mineurs a parlé dans sa radio. Tout le personnel dégagé. Détonation dans 5, 4, 3, 2, 1. Il a appuyé sur le bouton. L'explosion a déchiré la carrière comme le tonnerre. Une énorme boule de feu a jailli dessous ma voiture, orange et rouge. La fumée noire spiralant dans le ciel. La BMW s'est soulevée du sol, a fait une embardée et s'est écrasée dans un tas tordu de métal en flammes. Le son a résonné contre les falaises, vif et brutal. J'ai senti l'onde de choc dans ma poitrine et je n'arrivais pas à détourner le regard. C'était censé être moi. Brûlant, disparu, effacé. Mes genoux se sont affaiblis. Moreau a posé une main sur mon épaule. « Ça va ?» Je n'étais pas sûr que j'irais bien un jour. Les pompiers sont intervenus avec des lances, pulvérisant de la mousse sur l'épave. Les flammes sont mortes lentement, laissant derrière elles un squelette noirci d'acier. La fumée dérivait à travers la clairière, sentant le caoutchouc brûler et l'essence. Je fixais ce qui restait de ma voiture. « Je ne sais plus qui je suis », ai-je murmuré. 2 heures plus tard, j'étais dans une maison sécurisée de l'autre côté de la ville. C'était un petit appartement, meubles fades, murs beige, une seule fenêtre donnant sur un parking. Le genre d'endroit que personne ne remarque. Moreau m'avait amené ici, m'avait dit de rester à l'intérieur, de ne pas utiliser mon téléphone, de laisser le monde croire que j'étais mort. Il a allumé la télé, a zappé sur les infos locales, et c'était là. Le visage de la présentatrice était sombre, professionnel. Derrière elle, une photo de ma voiture, ou ce qu'il en restait, brûlant sur le bord de l'A86. Information de dernière minute ce soir, a-t-elle dit. Pierre Dubois, 64 ans, homme d'affaires retraité de Neuilly-sur-Seine, a péri dans une explosion de véhicule sur l'A86 cet après-midi. Les autorités disent que la cause fait l'objet d'une enquête, mais les premiers rapports suggèrent une possible défaillance mécanique. Monsieur Dubois était seul au moment de l'incident. Il laisse derrière lui son fils et sa belle-fille. Ma photo est apparue à l'écran, une image d'il y a 5 ans, souriant, vivant. En dessous, un texte blanc. En mémoire, 1959-2024. Je l'ai fixé, mon propre visage, mon propre nom, ma propre fin. Ça ne semblait pas réel. Moreau a coupé le son de la télé. Maintenant, on attend et on les surveille. J'ai regardé vers lui. Combien de temps ? Pas longtemps, a-t-il dit. Ils vont voir ça. Ils devront réagir. Jouer le rôle de la famille dévastée. Et quand ils le feront, quand ils penseront que c'est sûr, ils feront un mouvement pour l'argent de l'assurance. Il s'est appuyé contre sa chaise. C'est là qu'on les aura. Je me suis retourné vers la télé. Ma photo était toujours là, en mémoire. J'étais un fantôme maintenant, regardant, attendant. Et quand mon garçon et sa femme viendront pour l'argent, quand ils souriront et signeront ces papiers, je serai là. Pas parti, juste invisible. Cette nuit-là, 20h ans, toujours samedi, j'étais dans la maison sécurisée de l'autre côté de la ville. Les écrans luisaient dans l'obscurité. Sur le moniteur à la morgue de l'hôpital départemental, et les voilà, mon garçon et sa femme. L'inspecteur Moreau avait installé des caméras cachées dans la morgue 2 heures plus tôt. De l'audio aussi. On pouvait tout voir, tout entendre.
J'ai regardé mon fils entrer dans cette pièce froide et stérile. Son visage était rouge, les yeux gonflés. Amélie était à côté de lui, une main sur son épaule. Elle portait du noir, cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. L'image parfaite d'une belle fille en deuil. Le médecin légiste les a menés à une table couverte d'un drap blanc. En dessous, un corps. Pas le mien, un remplaçant, brûlé au-delà de toute reconnaissance. Moreau avait tout arrangé. L'examinateur a retiré le drap. Juste assez. Julien a fixé le regard. Puis il s'est détourné, la main sur la bouche. Ses épaules tremblaient. C'est... c'est mon père, a-t-il murmuré. Amélie s'est avancée. Elle a regardé le corps. Son visage n'a pas changé. Calme, contrôlé. Elle a posé une main sur le drap doucement. Oui, a-t-elle dit doucement. C'est Pierre. Julien s'est effondré dans une chaise, sanglotant. Amélie s'est agenouillée à côté de lui, l'entourant de ses bras, lui murmurant quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. J'étais assis dans l'obscurité, regardant. Ma poitrine me faisait mal. Mes mains tremblaient. C'est votre fils, a dit Moreau doucement à côté de moi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. 1 heure plus tard, ils étaient de retour à ma maison. L'équipe de Moreau avait installé des caméras là aussi. Salon, cuisine, même la chambre. Je pouvais tout voir. Julien est entré en premier, jetant son manteau sur le canapé. Amélie a suivi, fermant la porte derrière elle. Pendant un moment, ni l'un ni l'autre n'a bougé. Puis Amélie a expiré lentement, comme si elle retenait son souffle depuis des heures. C'est fait, a-t-elle dit. Julien s'est tourné vers elle. Son visage n'était plus rouge, plus de larmes. Il avait juste l'air fatigué. Tu es sûr que la police est solide a-t-il demandé. Amélie a souri. Ce n'était pas chaleureux. C'était tranchant. 1,5 million d'euros, chérie. Complètement solide. On doit juste attendre que l'enquête se termine. Puis on dépose la demande. Julien s'est assis sur le canapé, se frottant le visage. Et s'ils découvrent? Et s'ils... Ils ne découvriront pas. Amélie l'a coupé. Elle s'est dirigée vers le bar, a versé 2 verres de whisky, lui en a tendu un. La voiture a disparu. Il a disparu. Pas de témoin. Pas de traces. Elle a levé son verre. À nous. Julien a hésité. Puis il a fait teinter son verre contre le sien. À nous. Je les ai regardés boire, les ai regardés sourire, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer profondément dans ma poitrine. Moreau m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Je ne l'étais pas, mais j'ai hoché la tête. Il était 23 heures d'eau quand la radio s'est allumée. Julien et Amélie étaient à l'étage, se préparant pour se coucher. La maison était silencieuse, sombre, puis du salon, de la musique. Douce, tendre, une mélodie de piano que je connaissais par cœur. Inoubliable, c'est ce que tu es. Charles Aznavour, la chanson préférée de ma femme. Julien est apparu en haut des escaliers, fronçant les sourcils. Tu as mis la radio? Amélie est sortie derrière lui, enveloppée dans une robe de chambre. Non, je pensais que c'était toi. Ils sont descendus ensemble lentement. La musique continuait de jouer. Julien a atteint la radio. Elle était posée sur l'étagère près de la cheminée où elle avait toujours été. Il l'a fixée. J'ai éteint ça, a-t-il dit. Amélie l'a regardé. Alors éteins-la encore. Il a appuyé sur le bouton d'alimentation. La musique s'est arrêtée. Le silence a rempli la pièce. Ils sont restés là, immobiles, sans parler. Puis Amélie a ri, court, nerveux. Vieille maison, truc électrique bizarre. Ça va. Julien n'avait pas l'air convaincu. Il a regardé autour de la pièce comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ouais, a-t-il marmonné. Probablement. Mais sa voix tremblait. De retour dans la maison sécurisée, Moreau s'est appuyé contre sa chaise, bras croisés, un faible sourire sur le visage. Ce n'est que le début, a-t-il dit. J'ai fixé l'écran. Regardez mon garçon debout dans mon salon, effrayé et confus. On avait planté le doute, la peur. La question, est-ce qu'il est vraiment parti? Demain soir, on pousserait plus fort. Dimanche soir. Julien est allé au lit tôt. Amélie a suivi 1 heure plus tard. Ni l'un ni l'autre ne savait que l'équipe de Moreau était entrée dans la maison pendant qu'ils étaient sortis dîner. J'ai regardé le flux de la caméra de chambre depuis la maison sécurisée. Moreau était assis à côté de moi, café en main, attendant.
Julien est monté dans le lit, a tiré les couvertures, a posé sa tête sur l'oreiller. Puis il s'est figé. Quelque chose de dur pressait contre l'arrière de son crâne. Il s'est assis lentement, a tendu la main sous l'oreiller, l'a sorti. Le détonateur. Le même appareil noir qu'il avait planté dans mon sac à dos une semaine auparavant. Lumière jaune clignotant, lente, régulière, et collé sur le dessus, un petit morceau de papier, écrit à la main. « Tu as oublié d'éteindre ça, mon fils. »« Papa. » Julien a crié. Il a jeté l'appareil à travers la pièce comme s'il était en feu. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. « Non, non, non !» Amélie a fait irruption par la porte, les yeux écarquillés. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Julien a pointé le sol, sa main tremblant. « Ça. Comment c'est là? C'était censé être avec lui ?» Amélie a fixé l'appareil. Son visage a pâli. « Quelqu'un se moque de nous ?» a-t-elle murmuré. « C'est lui !» a hurlé Julien. « Il n'est pas parti. Il sait. Il... » Amélie l'a giflé fort. « Tais-toi, reprends-toi. » Elle a attrapé ses épaules. « Il est parti. On a vu le corps. Tu te rappelles ?» Julien s'est effondré sur le lit, les mains sur le visage. Tout son corps tremblait. « Alors qui a fait ça ?» a-t-il murmuré. « Qui ?» Amélie a expiré lentement, s'est assise à côté de lui. Sa voix était froide, contrôlée. « Je ne sais pas, mais dans 3 jours, on récupère l'argent. Juste 3 jours de plus. Tu peux tenir le coup pendant 3 jours. » Julien a hoché la tête, mais ses yeux étaient creux, vides. Sur le moniteur, je l'ai regardé se recroqueviller sur le lit, se balançant d'avant en arrière. Puis je l'ai entendu, à peine audible à travers le micro de la caméra. « Je suis désolé, papa. Je suis désolé. » J'ai fermé les yeux, senti quelque chose se briser en moi. Moreau n'a rien dit, m'a juste tendu un mouchoir. 3 jours plus tard, jeudi 21 décembre, ils sont entrés dans le bureau d'assurance à Paris. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait au 40e étage. Jeudi matin, 21 décembre. La compagnie d'assurance occupait le 40e étage d'une tour de verre dans le centre de Paris. Fenêtre du sol au plafond, bureau en acajou poli, 3 hommes en costume et un règlement de compte 20 ans dans la fabrication. Julien et Amélie sont entrés vêtus de noir, professionnels, composés. Amélie a serré la main du directeur en premier. « Merci de nous recevoir pendant cette période difficile », a-t-elle dit doucement. Le directeur, un homme aux cheveux gris dans la soixantaine, a hoché la tête. « Nos condoléances. Asseyez-vous, non, s'il vous plaît. » Ils se sont assis. Amélie a croisé les mains sur la table. La jambe de Julien tressautait sous le bureau. Énergie nerveuse. Le directeur a fait glisser une pile de papier sur la table. Avant de traiter le paiement, nous avons une procédure standard. Nous passons en revue la chronologie de l'incident. Julien a hoché la tête rapidement. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Le directeur a appuyé sur un bouton d'une petite télécommande. Un grand écran est descendu du plafond derrière lui. Les lumières se sont tamisées. Ces images, a dit calmement le directeur, ont été récupérées du système de sécurité de la maison de votre père. L'écran s'est animé. Garage, samedi 16 décembre, 2h17. L'angle de la caméra était haut, monté près du plafond. Vue large de tout l'espace. La BMW bleue était au centre. Puis 2 silhouettes sont apparues. Amélie et Julien se déplaçant silencieusement, prudemment. Julien s'est agenouillé à côté de la voiture, a ouvert la porte côté conducteur, s'est glissé en dessous. Ses mains travaillaient rapidement, fixant un petit paquet noir sous le siège. 2 kilos, assez. Amélie se tenait à côté de la voiture tenant le détonateur. Elle l'a placé délicatement dans un sac à dos sur l'établi, l'a fermé, l'a posé sur la table près de la porte. Clair, indéniable. Le visage de Julien est devenu blanc. La sueur perlait sur son front. Amélie s'est levée brusquement. C'est faux. Ça a été modifié. Deepfake. Le directeur n'a pas scié. Ces images ont été prises par la caméra de sécurité de votre beau-père, installée 2 semaines auparavant, horodatée, stockée dans le cloud, admissible devant un tribunal. La voix d'Amélie a monté. Il n'avait pas de caméra dans le garage. Une voix a parlé depuis l'embrasure de la porte. Calme, ferme. En fait, j'en avais. Julien s'est retourné, s'est figé. Pierre est entré dans la pièce. Costume gris, en bonne santé, vivant. La bouche de Julien s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis finalement,
Non, 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 non. Il s'est effondré dans la chaise, les mains sur le visage, sanglotant. Amélie s'est retournée vers la porte, mais l'inspecteur Moreau lui bloquait le passage. 2 agents en uniforme sont entrés derrière lui. Amélie Dubois, a dit Moreau doucement. Vous êtes en état d'arrestation. Un agent s'est avancé avec des menottes. Amélie a reculé brusquement, les yeux fous. C'était lui, a-t-elle hurlé, pointant Julien. Il a tout planifié. Je ne savais pas. Il m'a manipulé. Julien a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Menteuse, c'était ton idée. Tu as fait les recherches. Tu m'as fait le faire. Tu as dit qu'on serait libre. Le visage d'Amélie s'est tordu de rage. Tu es pathétique. Faible, comme ton père l'a toujours dit. L'agent lui a passé les menottes au poignet. Elle s'est débattue, mais ils l'ont tenue ferme. Tu pourriras pour ça, a-t-elle sifflé à Julien. Tu pourriras tout seul. Ils l'ont tirée vers la porte. Elle criait encore quand ils l'ont traînée dans le couloir. Pierre a marché lentement vers son fils, s'est arrêté à quelques mètres. Julien l'a regardé, les yeux rouges, le visage brisé. Papa, je suis désolé. Elle, elle m'a fait faire. J'étais désespéré. Je ne voulais pas. La voix de Pierre était de glace. Tu m'as embrassé pour dire au revoir, tu m'as dit de conduire prudemment, tu m'as appelé papa, et puis tu m'as envoyé vers ma mort. Ne m'insulte pas avec des excuses maintenant. Un agent s'est avancé. Monsieur, nous devons l'emmener. Pierre a hoché la tête, a reculé. Ils ont passé les menottes à Julien. Il n'a pas résisté, a juste continué de pleurer. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ils l'ont emmené. Sa voix a résonné dans le couloir jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. Pierre est resté seul au centre de la pièce, fixant l'embrasure vide. Moreau s'est approché doucement. Ça va? Pierre ne l'a pas regardé, a juste continué de fixer. Non, a-t-il dit. Mais c'est fini. Ils étaient métiers partis, menottés, dirigés vers des cellules qui seraient leur maison pendant des décennies. Justice était rendue, mais la douleur, la trahison, ça ne part jamais. Ça reste pour toujours. 6 mois plus tard, juin. La salle d'audience du centre de Paris était bondée. Journalistes, caméras, tout le monde voulait voir le fils et la belle-fille qui avaient essayé d'effacer un père pour de l'argent. J'étais assis au dernier rang, silencieux, regardant. L'inspecteur Moreau a témoigné en premier. Il a repassé les images du garage, expliqué comment Amélie avait recherché les systèmes de détonation à distance, comment elle avait falsifié ma signature sur la police d'assurance, comment elle avait orchestré chaque détail. Le procureur l'a appelé la cerveau de l'opération. Julien, a-t-il dit, était faible, désespéré, mais complice. L'avocat de la défense de Julien a essayé d'argumenter la coercition, le désespoir, mais le juge l'a fait taire. Le désespoir, a-t-elle dit, n'excuse pas le complot en vue de commettre un meurtre. Les 2 accusés ont participé de leur plein gré. Amélie a été condamnée à la prison à vie, sans libération conditionnelle. Julien a été condamné à 25 ans. Amélie a souri froidement quand ils ont lu sa sentence. Julien a sangloté. Je n'ai rien ressenti. Aujourd'hui, je vis dans un appartement d'une chambre à Colombes. Meubles simples, pas de garage, pas de BMW. J'ai vendu la maison, donné la plupart de l'argent, gardé assez pour vivre tranquillement. 3 matins par semaine, je fais du bénévolat dans une maison de retraite. Je lis aux résidents qui ne voient plus bien. J'écoute leurs histoires. Je m'assieds avec eux quand ils se sentent seuls. Le soir, je m'assieds sur mon balcon et regarde le soleil se coucher sur la Seine. Je pense à ce que j'ai perdu et à ce que j'ai sauvé. J'ai perdu mon fils, mais j'ai sauvé mon âme. L'argent corrompt. L'avidité est un poison, et la confiance, une fois brisée, elle est partie pour toujours. Julien m'écrit des lettres de prison. Je ne les lis pas. Amélie, elle a appris ce que signifie tout perdre. La beauté, la liberté, le contrôle. Elle vieillit dans une cellule, seule, oubliée. Et moi, je suis libre. Pas riche, pas entouré de famille, mais je vis. Vraiment vivant. Et ça vaut plus que 1,5 million d'euros. Je me lève, rentre à l'intérieur, commence à préparer un dîner simple. Pâtes, légumes, une tasse de thé. Je fredonne doucement, quelque chose que ma femme avait l'habitude de chanter. Je souris juste un peu.
Je suis Pierre Dubois, 64 ans, homme d'affaires retraité, et l'homme dont le fils a essayé de l'effacer pour 1,5 million d'euros. Voici mon histoire vraie, pas de la fiction, pas d'exagération. Chaque mot que vous venez d'entendre s'est produit. Et c'est une de ces histoires de grand-père que vous devez entendre parce que la leçon pourrait vous sauver la vie. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Ne soyez pas comme moi. J'ai fait confiance aveuglément. J'ai tout donné à mon fils. L'argent, l'abri, les secondes chances. J'ai ignoré les signaux d'alarme, les dépenses, le sentiment de tout mériter, la froideur dans les yeux d'Amélie. Dieu m'a donné des avertissements. Je n'ai pas écouté. Je pensais que l'amour pouvait réparer l'avidité. Ce n'est pas possible. L'avidité est un poison qui corrompt de l'intérieur. Et quand vous l'encouragez, quand vous remettez à vos enfants la richesse sans leur enseigner la responsabilité, vous ne les aidez pas. Vous les détruisez. Dieu a épargné ma vie pour une raison. C'était peut-être pour que je puisse partager cette histoire vraie avec vous. Ne construisez pas votre héritage uniquement sur l'argent. Construisez-le sur les valeurs, sur la foi, sur l'enseignement à vos enfants que rien dans cette vie, aucun héritage, aucune police d'assurance ne vaut plus que l'intégrité. Cette histoire vraie est un avertissement, une de ces vraies histoires de grand-père transmises pour que vous ne répétiez pas mes erreurs. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.